en matière de risques pour la santé associés aux usages des technologies et au télétravail, il y a bien sûr les troubles liés au travail prolongé sur écran, fatigue visuelle, maux de tête. Il y a aussi la survenue de troubles musculo-squelettiques qui se manifestent sous forme de douleurs à la nuque, aux épaules, au dos, aux poignets, aux mains. Ces risques professionnels auxquels sont plus longuement exposés les télétravailleurs, car ils sont moins interrompus, prennent moins de pauses, de moins longue durée et se déplacent peu lorsqu'ils télétravaillent depuis leur domicile. Ces risques sont bien connus et font l'objet d'attention particulière de la part des entreprises. Mais il y a aussi les risques psychiques, moins visibles, plus insidieux, qui ne se manifestent pas nécessairement dans l'immédiat. Avant la pandémie, les travaux de recherche internationaux, y compris les nôtres, révélaient déjà depuis plusieurs années que l'usage des technologies mobiles favorise le prolongement de l'activité professionnelle au domicile et l'extension du travail au-delà des espaces-temps qui sont traditionnellement dédiés au travail, aboutissant à un accroissement de la charge de travail et au renforcement de formes d'addiction, addiction au travail comme addiction aux technologies. Ce ciblant en particulier le télétravail montre qu'il est associé à une intensification, une densification et une extension du travail. Autrement dit, que les télétravailleurs et les télétravailleuses travaillent plus longtemps et mobilisent plus de ressources pour s'acquitter de leurs tâches. En résulte une charge de travail excessive, un sentiment de stress et de pression, tant du point de vue professionnel que du point de vue personnel, qui peuvent conduire les télétravailleurs au surtravail jusqu'à l'épuisement professionnel. À cet accroissement de la charge mentale et temporelle du travail s'ajoute une perturbation de l'organisation spatiale et temporelle du travail qui conduit bien souvent à la disparition des frontières entre vie personnelle et vie professionnelle, à un envahissement de la sphère privée et domestique, possible source de tensions et de conflits au sein de la cellule familiale. Or, on sait déjà depuis plus de 50 ans, dans nos champs de recherche, que la perception de conflits entre vie professionnelle et vie privée est génératrice de troubles de la santé physique et mentale, d'absentéisme et de turnover. Parmi les facteurs qui expliquent le surengagement des télétravailleurs, plusieurs approches insistent sur l'importance des représentations du télétravail. Certains salariés peuvent en effet se sentir redevables vis-à-vis de leur entreprise, qui leur accorde un privilège auquel tout le monde n'a pas accès, et fournirait davantage d'efforts pour s'acquitter de cette dette. Mais ils sont aussi susceptibles d'éprouver une forme de culpabilité intériorisée lorsqu'ils se comparent à d'autres, considérant qu'ils ont la chance de pouvoir travailler en échappant à certaines contraintes, en évitant les trajets, en évitant les transports, en s'extirpant d'environnements de travail jugés parfois délétères, ou encore plus récemment en étant moins exposés au risque de contamination puisque travaillant depuis chez eux. Ce sentiment de culpabilité peut générer une forme de pression et les pousser à vouloir faire plus, faire mieux, à travailler sans limite jusqu'à l'usure. Il y a aussi la manière dont le télétravail est perçu et jugé par les autres, avec un risque d'opposition entre ceux qui vont au front et ceux qui n'y vont pas, ceux qui se mettent en danger et ceux qui restent à l'abri. Le risque d'activation de préjugés et de comportements discriminatoires au sein des équipes ou entre les équipes, source de fragilisation de la cohésion sociale, le risque de division entre ceux qui font et ceux qui ne feraient pas, associé à la crainte de perdre la reconnaissance de ses pairs et de l'encadrement, et la nécessité de devoir faire ou refaire ses preuves, de rendre visible le travail. Mais ce surengagement est aussi susceptible d'être renforcé par les pratiques managériales. Si l'on s'accorde sur l'idée que le télétravail est propice au développement de modes de management par objectif, il ne doit pas signifier que l'on laisse pour autant les salariés livrés à eux-mêmes, sans repères sociaux ni repères temporels sur lesquels s'appuyer pour s'organiser, sans savoir comment s'y prendre et par où commencer, ce qui génère de l'anxiété et du stress. À l'image des constats issus des recherches scientifiques internationales, de grandes enquêtes nationales menées avant la pandémie, observer un lien significatif entre développement du télétravail et exposition aux risques psychosociaux dans diverses organisations, en termes d'horaires imprévisibles, de perception de charge de travail et de tension avec l'entourage professionnel. Et c'est peut-être d'ailleurs sur ce dernier point que réside le risque majeur du travail à distance. Risque de fragmentation des collectifs, de dégradation de la qualité des relations, de restriction du nombre de personnes que l'on côtoie, de diminution des échanges informels et de moments de convivialité, pourtant indispensables à la construction des savoirs et savoir-faire, au partage de valeurs, à l'épanouissement professionnel, mais aussi et surtout indispensables à la construction de la santé au travail.
En effet, la cohésion au sein des collectifs, la qualité des relations, l'instauration de formes de soutien sociaux sont reconnus comme protégeant les salariés des effets délétères de conditions de travail dégradées et des facteurs de risques psychosociaux. À cela s'adjoint l'absence de relations sociales au cours de la journée de télétravail, qui est liée à un accroissement de la sédentarité propre au télétravail au domicile et qui vient renforcer le sentiment d'isolement, voire d'exclusion professionnelle et sociale qui fragilise les télétravailleurs et les télétravailleuses. On comprend dès lors à quel point le rôle des managers de proximité est essentiel dans la manière dont ils animeront, coordonneront, porteront les collectifs. C'est en partie sur eux que repose la réussite des modes d'organisation du travail, mais en partie seulement. J'en viens justement à mon second point, relatif aux modes de management et à leurs effets sur la santé. Les travaux de recherche menés depuis plus de 20 ans et qui ont d'ailleurs été confortés par ceux réalisés pendant la période de pandémie, ces travaux montrent que les mécanismes à l'œuvre sont relativement similaires que l'on soit en présentiel ou en distanciel et mettent en lumière les conditions de performance et de santé des travailleurs. Ils montrent que les managers qui valorisent le travail réalisé par les salariés, qui portent de l'intérêt à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font, qui montrent leur satisfaction du travail accompli, qui font preuve de soutien en termes d'aide, d'information, de conseils apportés, mais aussi qui encouragent, qui sont à l'écoute, qui font preuve d'empathie, qui laissent des marges de manœuvre et confèrent de l'autonomie, qui apprennent à déléguer et accordent leur confiance, par leurs pratiques et les postures qu'ils adoptent, favorisent la santé des salariés et les protègent de l'érosion professionnelle. En revanche, lorsque les orientations et politiques managériales qui sont propres aux organisations et souvent relayées malgré eux par les managers de proximité, donc lorsque ces orientations et politiques managériales conduisent les salariés à se sentir sous pression, lorsque l'on cherche à contrôler étroitement l'avancée du travail des salariés, la nature des tâches qu'ils accomplissent et la manière dont ils les accomplissent, que l'on exige d'eux d'exécuter des tâches dans des délais réduits, voire intenables, qu'on les sollicite dans l'urgence tout en exigeant des réponses immédiates, qu'on les mobilise de manière intrusive, en dehors des temporalités en principe dédiées à la vie hors travail. Alors, dans ces conditions, les salariés sont aussi plus susceptibles de ressentir du stress, de se sentir pressurisés, d'être débordés et avec le temps de s'épuiser professionnellement. Les études menées auprès des télétravailleurs ont qui plus est démontré que ceux qui sont les plus performants, les plus proactifs, les plus impliqués, les plus satisfaits sont aussi ceux qui sont le moins contrôlés et le plus soutenus par leur manager, mais aussi qui bénéficient d'appuis techniques et matériels, tout comme de dispositifs d'accompagnement et de soutien au sein de l'organisation, actés et reconnus par les instances de direction. Bien avant la pandémie, les managers, et en particulier les managers de proximité, ont traversé une crise identitaire, ont été pris en étau. Ils se sont progressivement éloignés de leur cœur de métier pour répondre aux exigences bureaucratiques, toujours plus de traçage, de reporting, de process, de procédures, sommés de rendre des comptes tout en étant dans l'impossibilité de faire remonter le réel du travail, pourtant indispensable au fonctionnement du travail et à son organisation. Mais ils ont depuis plusieurs mois, et plus que jamais, joué un rôle essentiel. Et l'expérience inédite du travail en période de pandémie peut être l'occasion de transformer les anciens modèles, de dessiner de nouvelles directions, d'expérimenter de nouveaux possibles. Si l'on considère les risques identifiés, que l'on se donne les moyens de les réduire, de les enrayer, de mieux les prévenir, il n'est pas exclu que les nouveaux modes d'organisation du travail, à condition qu'ils soient étayés, débattus et pensés collectivement, réévalués de manière continue, autrement dit à condition qu'ils soient co-construits et ancrés dans le travail réel, soit l'occasion de retisser du lien social au sein des organisations, de favoriser le bien-être et la qualité de vie des managers et des salariés, et de fait, de gagner en performance. Merci beaucoup. Ça ouvre des dizaines de voies de réflexion, donc merci pour ce démarrage. Monsieur Beublier-Chaumont, si vous voulez prendre la suite, je vous écoute. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur les membres et Madame les membres. Bonjour Monsieur le Président et bonjour Madame et Messieurs les membres de cette commission. Merci pour votre invitation. Alors pour me présenter rapidement, donc je suis effectivement membre du conseil d'administration vous l'avez dit, de l'Association internationale de psychologie du travail de langue française. Je suis aussi coordinateur du réseau de recherche des psychologues du travail en France, donc qui réunit à peu près une vingtaine d'équipes de recherche sur cette thématique
du travail et des organisations au travail, et puis également donc titulaire de la chaire de psychologie du travail. Alors, mes travaux portent sur les incidences des transformations digitales sur la question du travail et de la santé au travail, et notamment, par exemple, sur les effets de la surconnexion, de l'hyperconnexion, de la reconnaissance aussi de cette activité qui devient de plus en plus distante et invisible. Notamment, également, j'essaye de ce qu'on appelle prospecter l'acceptation des technologies émergentes, celles qui ne sont encore pas là, mais on essaye d'appréhender un peu leurs incidences possibles, et favorables ou défavorables sur le travail et l'activité, la santé des salariés, notamment l'intelligence artificielle, les cobots, la réalité immersive. Donc on travaille avec des laboratoires, des startups. Et puis aussi, c'est identifier cette nouvelle forme de travail, ces nouvelles formes, ces nouveaux modes d'activité, et puis voir le rôle et la fonction que jouent justement ces technologies dans ces transformations et comment mieux accompagner aussi ces évolutions qui, pour certaines, comme on vient d'en parler là, comme le télétravail, paraissent inéluctables. Mais pour qu'elles soient, pas le faire accepter coûte que coûte, mais rendre acceptables ces situations particulières. Et ça, c'est important, parce que je crois que là, on a une question cruciale sur l'acceptabilité. On parle d'acceptabilité d'un certain nombre d'éléments liés au confinement, mais aussi on parle d'acceptation et d'acceptabilité. On pourra faire la nuance aussi sur cette question des technologies, des nouvelles formes de travail. Alors, du coup, Émilie Vert, que je connais très bien, a parfaitement bien résumé tout un ensemble de problématiques qu'on partage. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais essayer de déborder. C'est pour ça que je ne vais pas préparer, mais de construire par rapport au discours. Sinon, vous allez entendre les mêmes choses. Donc, essayer de me déporter un petit peu. Alors, peut-être définir ce que c'est la psychologie du travail, peut-être. Parce que, voilà, on arrive, mais vous ne connaissez pas forcément. Moi, je dirais, en un mot, on ne soigne pas les individus, on soigne le travail. C'est ça. Que moi, je ne sais pas soigner les individus, ce n'est pas mon rôle, c'est des collègues des cliniciens, de la médecine du travail. Mais nous, on soigne le travail pour permettre finalement aux gens de développer leur pouvoir d'agir, leur capacité d'action, de développer leurs compétences, et puis d'apporter de la reconnaissance sur leur activité, et aussi qu'ils puissent s'exprimer, se reconnaître dans ce qu'ils font, et de les reconnaître aussi dans ce qu'ils font. Et l'idée, par rapport à la santé au travail, c'est de ne pas voir l'individu comme intrinsèquement défaillant ou fragile, mais ce sont les conditions de travail qui le rendent fragile et défaillant. Et dans ces conditions de travail, c'est là où on agit, pour essayer de proposer un environnement, un contexte de travail, notamment avec ces nouvelles formes de travail, ces nouvelles modalités de travail, ces technologies, où l'individu, encore une fois, peut s'épanouir, peut s'exprimer, et veut réaliser un travail de qualité. Du coup, ce que l'on voit alors apparaître, c'est effectivement que, malheureusement, dans cette urgence à déployer ces nouvelles modalités de travail et les technologies qui les accompagnent, dont le télétravail, mais aussi ce que j'appelle plus généralement le travail médiatisé à distance. Donc on a le travail mobile, on a le télétravail, mais aussi on a le travail nomade, qui est aussi une des spécificités de ces nouvelles formes de travail. On a aussi, dans ces caractérisations de ce travail, c'est un travail qui est éclaté entre les individus, éclaté entre des hommes et des machines, où l'activité devient de plus en plus dématérialisée, digitalisée, qu'elle devient de plus en plus insaisissable, invisible, on l'a dit, et du coup, dans lequel l'individu a du mal à se reconnaître, puisque effectivement c'est aussi une activité qui est de plus en plus éloignée. Le client est éloigné, l'objet de travail est éloigné, le processus dans lequel on intervient, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on produit. Donc il y a aussi cette idée qu'on a du mal à se reconnaître dans ce qu'on apporte, dans ce qu'on produit, sa valeur ajoutée, et puis on a aussi du mal à se faire reconnaître dans ce qu'on apporte. Et ces jugements de reconnaissance, d'utilité, à quoi je sers, à quoi sert mon travail, c'est un élément essentiel de la reconnaissance au travail, et cette reconnaissance, c'est l'armature de la santé psychique. Et de l'identité professionnelle aussi. Donc on est dans des formes de travail, si vous voulez, où, et là moi je suis un peu pessimiste par rapport un peu aux évolutions à venir, où on a maintenu des situations ordinaires dans un contexte extraordinaire. Ce que je veux dire par là, c'est que les modalités de travail qu'on connaissait, en travail sédentaire, présentiel, ont été maintenues dans un contexte distant, éclaté, avec des exigences nouvelles, et avec une défiance et une méfiance vis-à-vis du salarié. On multiplie les outils, les environnements, pour contrôler, superviser. L'autonomie dont parlait Émilie Vert, qui est cruciale. Alors parfois, il faut faire attention, puisque l'autonomie peut être imposée, c'est ce que j'appelle moi, la prescription de la subjectivité, c'est-à-dire qu'on dit aux individus d'être beaucoup plus innovants, plus créatifs, plus autonomes, alors qu'ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été accompagnés. Et ça a eu de prendre cette responsabilité-là, c'est difficile. Mais en tout cas, ou alors la prescription de la rationalité, c'est-à-dire que, justement, l'autonomie fait peur. On ne sait pas ce qu'ils font derrière. On ne sait pas s'ils sont bien dans... Donc on développe plein d'outils de tracking. Le time tracking, par exemple, vous savez, ce sont ces logiciels qui permettent d'identifier si les individus sont non seulement face à leur écran, mais
les frappe. Et Zoom, pour donner un exemple, vous avez, quand vous parlez, on verra tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Zoom, mais l'écran qui s'allume quand la personne parle, et donc on est capable de produire des courbes en fin de journée aux entreprises pour montrer qui a le plus parlé dans la journée, qui a pris le plus la parole dans la journée. Donc on développe des formes de reconnaissance au travail, dont on sait qu'encore une fois, qui sont essentielles et importantes, mais qui ne révèlent pas du tout de ce que fait vraiment l'individu. Vous voyez, c'est une évaluation quantitative, mais pas qualitative du travail. Et du coup, l'individu ne se reconnaît pas là-dedans. Et ce n'est pas parce que j'ai parlé beaucoup que j'ai dit des choses intéressantes. J'espère que ce n'est pas mon cas. Bref. Et du coup, il faut repenser aussi. Nous, voilà, par exemple, on développe une thèse sur la reconnaissance de ces nouvelles formes de travail. C'est quoi les indicateurs de ces nouvelles activités pour justement permettre à l'individu de s'engager, de s'impliquer et de trouver du sens dans ce qu'il fait. Et pas au travers d'indicateurs qui sont complètement inadaptés ou inappropriés. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle, qui peut être aussi générateur de souffrance au travail, lorsque les outils sont inadaptés ou inutiles par rapport au projet du travail. C'est-à-dire, on a encore une fois, il y a des nouvelles tâches qui ont été développées dans ce travail distant. Mais les outils actuels, les méthodes actuelles ne correspondent pas à ce qui est fait. Ou alors, elles sont inadaptées, c'est-à-dire que l'individu doit clandestinement, vous savez, enfin, je mettrai en guillemets truander, mais en tout cas, les détourner, merci, je cherchais le mot, pour pouvoir travailler normalement, pour atteindre ses objectifs de travail. Et en faisant ça, une sorte d'épée de Damoclès, parce qu'il ne respecte pas la procédure. Donc ça, c'est aussi un stress permanent. Ou alors utiliser plusieurs outils pour travailler malgré tout. Il y a aussi lorsqu'on donne des outils qui ne sont pas, cette fois-ci, appropriés à l'individu et au travail que je fais. Ce n'est pas ce qu'on appelle manque d'ergonomie, de confort d'utilisation. Et là, du coup, on va aussi faire un effort intellectuel, cognitif, pour pouvoir utiliser malgré tout ces outils. Et puis, il y a un troisième niveau, c'est lorsque ces outils n'ont pas de sens par rapport au travail que je fais. Ils ne s'incarnent pas dans l'activité. C'est-à-dire qu'ils me demandent de faire des choses qui sont contraires à mes règles de métier, à mes critères de qualité, à mes valeurs professionnelles. Et là, il y a un télescopage important. Quand, par exemple, effectivement, on me dit, voilà, tu vas utiliser un outil qui va permettre de, comme nous dans des enseignements, pouvoir identifier la participation des élèves à distance sur vos cours. On mesure quoi? Encore une fois, on mesure le taux d'accès des élèves à nos cours, mais pas la qualité de cet enseignement. Et du coup, de définir derrière ça des notations, des évaluations. Mais ce n'est pas ça. Moi, mon évaluation, elle ne se fait pas sur des indicateurs chiffrés, c'est sur effectivement l'interaction, l'échange, mais ce n'est pas le nombre de fois où c'est connecté. Ce n'est pas mes critères de qualité d'évaluation, vous voyez. Et on retrouve ça dans plein de métiers où ce que je fais ne correspond pas à ce qu'on me demande dans mon travail. Et j'ai l'impression aussi de faire un mauvais travail, et à force de faire un mauvais travail, je me sens mauvais moi-même. Et donc là, il y a aussi. Et un troisième aspect, Émilie l'a également évoqué, c'est cet aspect également d'isolement et de solitude qu'on trouve dans ces nouvelles formes de travail, où le collectif est important puisque c'est une ressource à l'individu, ce sont des apports aussi dans l'organisation du travail. Et je distinguerai deux notions, l'isolement et la solitude. Ce n'est pas pareil. L'isolement, c'est quand effectivement on est seul chez soi et on n'arrive pas à se coordonner, à s'ajuster aux autres. Donc je rends compte de mon activité en permanence. Donc j'ai une sorte de méta-travail où je dois informer de ce que je fais en permanence à tous les autres, alors que quand on est en présentiel, ce qu'on appelle un peu la conscience mutualisée, on voit ce qui se passe à droite et à gauche et je peux m'ajuster. Il est là, il est à ce niveau-là, je peux aller l'importuner, il a avancé dans son projet, je peux m'informer en open space de où on en est, etc. Donc je n'ai pas besoin de parler, de discuter, où il y a des échanges un petit peu informels, la machine à café. Donc ça, c'est l'isolement ou c'est l'ajustement, la coordination. Ça, je ne l'ai pas quand je suis seul face à mon ordinateur. Et puis la deuxième chose, c'est la solitude. Alors la solitude, effectivement, c'est le sentiment de déréliction, c'est-à-dire le sentiment d'abandon. Je ne peux plus compter sur les autres, je n'ai plus les moyens de me reposer sur les autres, de partager finalement peut-être des difficultés de travail et qu'on puisse résoudre ensemble ces problématiques de travail. Et ça, c'est très important. Et je pense que quand on parlait du manager, du rôle du manager, c'est pas seulement recréer un espace pour se recoordonner, s'ajuster dans un environnement particulier, un peu spécifique, puisqu'on est à distance, mais aussi permettre aux individus de parler du travail qui ne va pas, ce travail qui va mal et qui fait mal. Et comment trouver ensemble des solutions pour pouvoir réorganiser une activité, proposer des outils, peut-être qu'on a trouvé par ailleurs, mais aussi redonner de la légitimité à la parole des salariés dans cette instance collective de discussion pour que ça soit aussi entendu par l'organisation.
Voilà, je crois que j'ai fait mes 10 minutes. Parce que voilà. Merci, excusez-moi. Exactement. Merci, Monsieur Babillier. Je vais passer la parole à Monsieur Stéphane Pimbert de l'INRS, si il veut prendre le micro. Allez-y. Bonjour, merci Président. Merci de votre invitation. Merci à la délégation sénatoriale aux entreprises de m'avoir invité aujourd'hui pour cette table ronde. Alors, l'INRS, c'est donc l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. C'est une structure qui a été créée en 1947 sous l'égide de la CNAM et des partenaires sociaux et qui a pour mission de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il y a environ 600 personnes, un budget qui vient notamment du Fonds national des accidents du travail et 4 grands programmes de prévention, l'un sur les risques biologiques, l'un sur les risques physiques et mécaniques, l'autre sur les risques chimiques et puis un 4e grand programme de prévention sur les risques liés à l'organisation et aux situations de travail. Alors, notre objectif, nous, il est la prévention vers les entreprises, employeurs, salariés, mais aussi vers les médecins du travail, vers les préventeurs. Alors, je vais aujourd'hui, les 2 intervenants avant moi ont fort bien parlé de l'aspect télétravail. Je vais essayer de faire un lien aussi entre le télétravail tel qu'on l'imaginait et le travail tel qu'on est en train de vivre dans cette période de crise, que je vais peut-être appeler brièvement, mais en tous les cas appeler télétravail intensif. Qui a des caractéristiques et des conséquences qui sont tout à fait différentes du télétravail tel qu'il a été imaginé et mis en place avant la crise sanitaire, où certaines entreprises nombreuses entreprises ont conclu des accords qui pouvaient aller d'une journée par semaine de télétravail ou 2 journées par semaine de télétravail. Dans ce cas-là, ce sont des conditions qui sont totalement différentes de la situation actuelle du télétravail que l'on vit, où certains salariés ne viennent plus du tout dans l'entreprise depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et avec des effets qui sont beaucoup plus importants sur la situation et les conditions de travail de ces salariés. Alors, les définitions du télétravail ont été faites, je ne vais pas revenir et je suis d'accord avec ce qui a été dit par les 2 intervenants précédents. Ce qui caractérise plus ce télétravail intensif que l'on vit actuellement, c'est d'abord le lieu de travail et l'équipement de travail. On est passé d'un télétravail qui était de 1 à 2 journées par semaine en moyenne quand les accords étaient conclus par 1 à 2 journées par semaine au domicile par le salarié à, je vous dis, 4 voire 5 jours de travail par semaine au domicile. L'équipement de travail n'est pas le même, là aussi. Le collectif de travail, ce n'est pas le même non plus, évidemment. Il n'y a plus de rassemblement collectif, de convivialité. Il y a un appauvrissement du collectif, ce qui était beaucoup moins le cas lorsque les personnes faisaient, par exemple, 1 à 2 journées à domicile et puis 3 journées sur site au bureau. Le rôle du management de proximité, il est là aussi différent maintenant. Autant il y avait des relations à la fois pour la préparation de ce qui des activités et puis pour une forme de contrôle. Autant maintenant, c'est un rôle qui est complètement différent, je vais y revenir. La place du digital, les 2 intervenants précédents en ont parlé et très bien. Il y avait une place digitale qui était plutôt une problématique hors horaire de travail. On est là dans ce télétravail qu'on vit, dans une période où il y a une séparation vie personnelle, vie professionnelle qui est complètement brouillée. Il y a des sursollicitations, et y compris, encore une fois, pendant les horaires de travail. Et puis, autant le télétravail était quelque chose qui était perçu comme temporaire, dans une semaine, dans un mois,
quelques jours par semaine, quelques jours par mois, autant nous sommes actuellement dans une situation qui est complètement différente sur le sens du travail, sur l'intégration des nouveaux salariés et sur la charge mentale des salariés qui sont actuellement dans ce télétravail intensif. Donc, lieu de travail, collectif de travail, le rôle du management, la place du digital avec la conciliation vie professionnelle, vie privée, et puis l'organisation qui s'installe dans la durée. Les risques du télétravail, Madame Vert notamment les a parfaitement identifiés. On dit qu'il y a deux grands types de risques dans le télétravail. Les risques liés à l'activité physique, les troubles musculo-squelettiques, les troubles oculaires, ça a été dit, et puis une inactivité physique, une sédentarité que l'on commence à identifier réellement comme un risque. Et puis, à côté des risques liés à l'activité physique, ce qu'on appelle les risques psychosociaux, et j'y viendrai un peu après quand on parlera de la prévention de CRPS, notamment dans le télétravail. CRPS, ces risques psychosociaux dans le télétravail, c'est une absence de régulation par le collectif lorsque le télétravail est fait de façon intensive, une absence physique et parfois de mauvaise estimation de la charge de travail. La charge de travail dans l'évaluation de la charge de travail dans le télétravail est quelque chose d'important. Pourtant, quand les personnes sont sur site et au bureau, ça peut être fait notamment par le management. C'est beaucoup moins fait, ou en tout cas beaucoup moins bien, lorsque c'est en télétravail. Des risques que l'on a vu apparaître aussi de violences verbales ou écrites qui sont à distance, réelles, qui l'étaient peut-être moins en présentiel, mais qui le sont en tous les cas verbales ou écrites à distance. L'isolement, là aussi, deux intervenants avant moi en ont parlé, et c'est bien entendu avec la séparation vie professionnelle vie personnelle un des risques, un des éléments importants et qui peut créer justement ces risques psychosociaux. La perte de repères, là aussi, le métier qui change avec le digital, il change le management va changer, le management de proximité va être différent. Il va y avoir aussi des interrogations sur le sens du travail. Et puis, certains salariés, on l'a vu apparaître, qui sont parfois peu à l'aise avec le numérique ou mal équipés et qui pourraient développer des sentiments d'exclusion. Ça a été là aussi évoqué. Donc ces risques, d'une part liés à l'activité physique, d'autre part sur les risques psychosociaux. Alors, autre élément important pour nous dans ce télétravail sont les acteurs. Le salarié, je viens d'en parler, mais il y a aussi l'encadrement de proximité lorsqu'il y a un télétravail, et a fortiori dans cette période de crise sanitaire avec ce télétravail que j'appelle intensif, il revient au management de proximité de faire vivre le collectif, d'animer son équipe, mais sans rencontre physique, avec des régulations informelles qui sont souvent dégradées, avec parfois du surinvestissement, de la sursollicitation. Dans tous les cas, ce management qui est différent et qui n'est pas un management de proximité simple. On attend de l'encadrement de proximité, du management de proximité, qu'il soit présent et qu'il soit à l'écoute de chacun des membres de son équipe. Ça, c'est pas forcément simple pour le manager de proximité qui lui-même le vit parfois difficilement. Ça fait peser sur lui une lourde charge mentale. Il va se préoccuper régulièrement de l'ensemble des membres de son équipe et de façon souvent plus formelle que lorsque les équipes sont sur site avec ces rencontres informelles. Et puis, cet encadrement, il n'a pas toujours l'ensemble des moyens, aussi bien en formation qu'en moyens techniques. L'intervenant avant moi parlait de management par objectif. Le management par objectif
dans une entreprise, c'est quelque chose qui est complètement différent du management en présentiel où le manager est présent, va voir régulièrement, va fixer des objectifs régulièrement avec le salarié. C'est quelque chose qui suppose dans les entreprises une formation forte. On ne passe pas d'un management de proximité je dirais à quasiment tout instant avec des salariés à un management par objectif. C'est difficile pour le salarié, c'est difficile pour le manager qui avait l'habitude d'avoir, j'allais dire, un peu trivialement, les salariés sous la main, au moins pour pouvoir échanger avec eux, et d'un autre côté, les salariés qui avaient un encadrant, notamment dans les cas de difficulté ou sur l'avancement des sujets. Donc, passer à un management par objectif, qui est l'aspect, l'évolution normale dans le télétravail, c'est quelque chose qui est pas simple et qui suppose une formation, encore une fois, aussi bien de l'encadrement, du management que des salariés. Pas la même formation, mais ça suppose pour les deux une évolution. Les directions, elles sont donc dans le télétravail, elles sont évidemment intégrées le télétravail puisque c'est souvent des accords d'entreprise qui l'ont mis en place. Par contre, elles ont assez régulièrement une notion ou une impression de déconnexion des équipes. Et puis, parfois, ça a été dit aussi, l'impression d'un attachement au travail prescrit plus qu'au travail réel. L'aspect qui est très très important pour nous dans le télétravail et a fortiori dans ce télétravail intensif, c'est le collectif. J'en ai déjà parlé, c'est un rouage important de la santé mentale en entreprise et qui a tendance à se déliter, a fortiori quand le télétravail devient intensif. Des espaces de convivialité qui sont fermés ou qui n'existent plus, des salariés qui ne se rencontrent plus, le collectif qui n'est donc plus entretenu. Ce collectif il est déséquilibré, les échanges ne sont plus les mêmes. Un leader qui peut être un manager charismatique en présentiel le devient beaucoup moins si le télétravail devient intensif et très régulier. Autre aspect, le collectif, il apporte une valeur ajoutée dans les échanges. Lorsqu'on est dans une période dans un fonctionnement de télétravail à 1 ou 2 jours par semaine, il reste, mettons, 3 jours par semaine au bureau, les gens peuvent continuer à échanger. Lorsqu'on est dans le cas actuel du télétravail intensif, cette valeur ajoutée qui naît des échanges entre les salariés, elle a tendance à disparaître très largement. Donc, par rapport à ça, alors, bien entendu, et ça faisait partie des éléments de réflexion de la délégation, notamment des documents que j'avais reçus, bien entendu, l'employeur, il doit se préoccuper de cet aspect du télétravail, des risques identifiés physiques et psychologiques. Quand je dis il doit se préoccuper, c'est qu'il en est responsable juridiquement, et il doit réaliser dans ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques, il doit identifier ces risques, les risques qui sont aussi bien des risques physiques que des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux doivent être identifiés par l'employeur dans le cadre du document annuel d'évaluation des risques, un document d'évaluation des risques. Et dans le cadre du télétravail, ce document doit être réalisé également par l'employeur. Ce n'est pas simplement lorsque les salariés sont au bureau, c'est aussi lorsque les salariés sont en télétravail. Il doit y avoir cette actualisation et qui doit identifier, et derrière, il doit surtout proposer un plan d'action. C'est pour ça que ce document d'évaluation des risques, c'est un socle pour la prévention dans l'entreprise. Il doit être bien fait pour identifier les risques, il doit être bien fait pour identifier les actions qui seront des actions de prévention pour éviter ces risques. Donc, ce document... Monsieur Pimbert, on va continuer le tour de table pour que chacun des participants s'exprime et ouvrir après la voie aux questions. Donc, je vous remercie. Je vais passer la parole au professeur De Witt, qui, je rappelle, est président de la Société française de médecine du travail. Merci, monsieur Pimbert. On reviendra sur les sujets que vous avez évoqués.
Merci, Professeur, c'est à vous. Et merci aussi de m'avoir invité. Tout d'abord, je vous présente toutes mes excuses d'être resté à mon domicile. Mais comme je l'avais indiqué, effectivement, ça tombait juste au moment où la Société française de médecine du travail, dont je suis l'actuel président, organisait ses journées scientifiques et que c'était difficile d'aller faire un aller-retour puisque je suis enseignant-chercheur à l'université de Brest et donc c'était difficile de faire un aller-retour pour être là pour reprendre les journées scientifiques qui se feront pour la première fois d'ailleurs aussi en 100% virtuel. Je peux vous dire qu'au niveau stress, je sais un petit peu ce que c'est d'arriver à ce nouveau mode de fonctionnement et d'organisation. Alors, bon, peut-être quelques mots sur la société. Donc, la Société française de médecine du travail n'est pas très ancienne, hein, puisqu'elle a 35 ans à peu près maintenant. Mais elle s'occupe bien sûr aussi d'essayer de faire le point sur les situations. Et bien sûr, les nouvelles organisations du travail font partie des réflexions que nous avons pu avoir et pour lesquelles nous avons fait certaines recommandations. Il faut peut-être aussi distinguer ce que vous nous aviez demandé, ce qui est, on va dire, télétravail, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de télétravail, j'en reparlerai bien sûr aussi, mais la question c'était nouvelles organisations du travail. Et dans les nouvelles organisations du travail, mes collègues, en particulier de psychologues du travail, en ont parlé, l'intensification du travail, mais il y a aussi, moi je voulais peut-être insister sur le côté de déshumanisation. On parle par exemple d'une entreprise vous savez, de vente à distance. Quand on voit les conditions de travail avec des lunettes connectées qui vous obligent à vous déplacer sans avoir un seul moment de réflexion pour savoir, etc., c'est vrai que là aussi, il y a quelque chose peut-être à se pencher. Et nous, en tant que médecins du travail, bien sûr, on est en charge essentiellement de la prévention primaire, et je reviendrai peut-être là-dessus d'ailleurs quand on abordera l'ANI, hein, l'accord national interprofessionnel, et peut-être la proposition de projet de loi aussi, puisque vous nous aviez demandé d'y réfléchir. Parce que notre rôle, c'est quand même essentiellement de faire de la prévention primaire, même si maintenant, effectivement, dans nos missions, il y aura aussi la prévention de la désinsertion. Donc là, c'est quelque chose pour nous qui est absolument fondamental, qu'on a parfois du mal à aller appréhender. Et là aussi, je remercie tous nos collègues de l'équipe pluridisciplinaire et en particulier les intervenants en prévention des risques professionnels dont font partie les psychologues du travail. Alors, pour le télétravail, c'est encore autre chose, puisque là, on va être à domicile. Dans les autres organisations aussi du travail, je voulais revenir sur, par exemple, aussi les open space, qui sont aussi des nouvelles organisations de travail. Je ne crois pas en avoir entendu parler par mes prédécesseurs, mais qui, en termes de médecine du travail, nous posent aussi beaucoup de soucis. Alors, le médecin du travail, il est là, effectivement, je disais, pour faire de la prévention, pour faire de la prévention de la désinsertion, donc plutôt déjà tardivement. Et puis là, je vais me positionner en tant que professeur de médecine du travail, aussi président du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles, dans le bout de la chaîne, qui est malheureusement quand la prévention a échoué et qu'on arrive à la déclaration de maladie professionnelle. Alors, il y a eu une longue discussion il y a quelques années de savoir s'il fallait faire un tableau. Alors, le fameux mot de burn-out avait été évoqué. On avait rappelé que ce n'était pas une maladie, que c'était juste effectivement une association de symptômes, de syndromes. Mais en tout cas, pour l'instant, la façon de faire reconnaître ces pathologies, c'est de passer par ces commissions régionales de pathologie professionnelle, de maladie professionnelle. Alors, dans les documents que je pourrais vous faire parvenir, si vous les aviez déjà, il y a effectivement ce qui avait été publié. Le dernier rapport date de décembre 2020 sur la Caisse nationale d'assurance maladie et les reconnaissances en maladie professionnelle. On voit bien sur le rapport de gestion une augmentation, mais alors,
considérable des déclarations et ensuite éventuellement des reconnaissances effectivement en maladie professionnelle, avec un pic qui a été à partir de 2013 parce que les conditions d'accès au système de reconnaissance ont été modifiées et ont permis que beaucoup de dossiers qui jusque-là étaient bloqués très en amont puissent arriver jusqu'à nous. Alors, avec des disparités quand même régionales, parce que effectivement, c'est responsable des consultations de pathologie professionnelle et souvent qui siègent donc dans les commissions régionales de maladies professionnelles. On n'a pas tous la même sensibilité. Moi, je suis par exemple pneumologue de formation, et donc du coup, il a fallu que je m'adapte effectivement à cette nouvelle entité qui étaient les maladies psychiques, ce qu'on appelle classiquement les risques psychosociaux. Et en même temps, je regarde le tableau que je me propose de vous envoyer. On voit bien, par exemple, qu'en 2019, on a une énorme proportion de syndromes dépressifs qui ont été déclarés et reconnus au titre de CCE2-RMP. Donc là, il y a véritablement un témoin de cette souffrance qui ont été signalées par mes collègues psychologues du travail. Donc pour moi, c'est quelque chose d'absolument important. Je suis également, vous savez, depuis maintenant 2 ans, l'expertise scientifique à l'origine de la création ou des modifications de tableaux professionnels a été confiée à l'ANSES, qui a créé un groupe de travail. Donc nous travaillons sur effectivement ces sujets-là, mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas été sollicité sur les risques psychosociaux, et donc le système de reconnaissance, ça reste quand même celui des C2RMP, des comités régionaux de reconnaissance de pathologie professionnelle. Pour ne pas prendre trop de temps et laisser la place à la discussion, juste un mot sur quand même donc la réforme de la santé au travail telle qu'elle est actuellement et qui nous inquiète beaucoup, puisque nous avons écrit un certain nombre de réflexions de la société française en se basant bien sûr sur notre expertise, nous, d'enseignants, d'universitaires dans le domaine, mais on est quand même très, très inquiet de la perte un petit peu d'expérience du médecin du travail qui risque de se passer avec la mise en place des praticiens correspondants qui ne seront des médecins généralistes avec pour l'instant pas de formation dessus. Et pour en revenir au télétravail, déjà nous, médecins du travail, nous avons beaucoup de mal à aller chez les individus quand ils sont chez eux, et mes collègues, mes prédécesseurs l'ont dit, cette perte de frontières entre la vie personnelle, la vie professionnelle, avec son environnement qui afflue. Cette sensation souvent que les employeurs ont que quand quelqu'un est en télétravail à son domicile, il ne travaille pas. Et donc tout ce qui a été dit sur la façon d'essayer de quantifier si sa caméra est connectée, s'il tape sur son clavier, etc. Souvent, on se heurte aussi à cette difficulté que les employeurs ont que finalement à son domicile, le salarié ne travaille pas comme s'il était dans son bureau là. Et nous, médecins du travail, on ne peut pas aller sur place chez l'individu avec toutes les difficultés ergonomiques aussi que c'est, parce que autant on peut donner des préconisations en tant que médecin du travail sur l'ergonomie du poste de travail, du siège, etc. Quand c'est à son domicile, on peut donner des préconisations peut-être sur l'ordinateur, etc., mais sur le siège, sur les repose-pieds, tous ces éléments qui quand même vont influencer sur la souris, ça sera impossible. Et si en plus ce rôle est encore perdu un peu plus avec ces praticiens correspondants, nous sommes quand même considérablement inquiets sur l'avenir de notre profession.
Voilà, je vais peut-être arrêter là et me tiens à votre disposition pour la suite de la discussion. Merci, professeur. Merci de votre intervention. Madame, Messieurs, merci à chacun d'avoir initié le débat. Donc, je vais passer la parole en premier lieu au rapporteur, en commençant par Madame Berthet, et puis ensuite dans l'assistant. J'ai noté déjà des questions, donc on le fera dans la suite. Martine Berthet. Merci beaucoup, Président. Eh bien, Monsieur le professeur De Witt, je vais rebondir tout de suite sur ce par quoi vous venez de terminer, et justement cette barrière du domicile pour la santé au travail, des recommandations pour des standards d'installation du salarié à son domicile, donc sont en cours de réalisation, j'imagine, puisque sont coupés. Vous faites des préconisations dans ce sens. Y a-t-il de nouveaux référentiels qui se mettent en place pour ces évaluations concernant la santé du travail du salarié à son domicile? Également, il a été question par votre prédécesseur, M. Pimbert, du document unique d'évaluation des risques. Bon, vous avez commencé à nous en parler. J'aimerais peut-être que vous alliez un peu plus loin. Savez-vous s'il y a justement beaucoup d'entreprises qui ont réévalué ces risques et qui insistent à présent sur ce télétravail que nous connaissons et qui va en s'accentuant et qui, même une fois que la crise sera terminée, nous le savons, continuera à être pratiqué. Et c'est là justement que je me tourne vers Madame Vert et Monsieur Bobillier-Chaumont. Pour vous, y a-t-il un nombre de jours idéal à ne pas dépasser en télétravail, justement, par rapport à tout ce que vous avez pointé concernant les risques psychosociaux? Dernière question très rapide. Voyez-vous une différence dans la difficulté ou au contraire dans l'adaptation selon les tranches d'âge pour les salariés ou les managers dans ce télétravail et ces nouveaux modes de travail de façon générale? Merci. Merci Martine. Comme il y a des questions pour chacun d'entre vous, on va reprendre les interventions en commençant par le professeur De Witt, si vous voulez. Je vous donne la parole. J'ai eu un petit souci, parce que j'ai eu un trou juste au moment où Madame Berthet s'adressait à moi. C'est une des difficultés du télétravail. On lui demande de suite de reposer sa question précise vous concernant. Excusez-moi. Oui, donc précisément, c'était une question plutôt sur les nouveaux référentiels concernant la santé au travail, sur des évaluations, justement cette difficulté par rapport au domicile, sur les préconisations, enfin les recommandations standards que vous pouvez peut-être, que vous mettez en œuvre actuellement, j'imagine, pour une installation à minima du travailleur à son domicile. La société française en elle-même n'a pas fait de recommandations. Hein. Je pense que ça va être plutôt du domaine de nos collègues d'ergonomie. Mais par contre, à l'occasion du premier confinement, aussi nos collègues de médecine du travail se sont retrouvés eux-mêmes en télétravail à domicile. Alors parfois avec des conditions assez difficiles parce que pour des raisons, on va dire, pouvoir mettre les gens en chômage partiel, certains directeurs de services de santé au travail avaient coupé carrément l'accès aux messageries. Et donc, à la fois les entreprises essayaient de contacter leur médecin du travail et ne pouvaient pas avoir de réponse puisque le médecin du travail n'avait pas la solution. Et donc, on avait, nous, au niveau de la Société française de médecine du travail, fait le 15 avril 2020 un avis justement relatif à la façon d'essayer de travailler dans les meilleures conditions pour faire la téléconsultation de santé au travail. Et j'ai moi-même dirigé un travail de thèse ensuite sur un de mes internes qui a montré un peu les difficultés qu'avaient rencontrées aussi les médecins du travail pour pouvoir faire ces téléconsultations, avec la difficulté que moi j'ai déjà, c'est qu'on n'est pas tous bien reliés au réseau Internet, que vous venez de le dire, selon notre âge, on n'a pas tous les mêmes affinités vers les nouvelles technologies, Internet, etc. Donc c'est assez compliqué.
Mais en termes d'ergonomie, nous-mêmes, nous n'avons pas effectivement fait encore de préconisations sur ce sujet. C'est vrai que le télétravail s'est tellement développé brutalement que nous n'avons pas eu l'occasion de vraiment nous pencher dessus. Et je dois reconnaître que dans cette période sanitaire que nous vivons un peu difficile, l'essentiel des réflexions actuellement de la société française est concerné par la gestion de l'épidémie. Désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus. Merci, professeur. Monsieur Pimbert, donc sur le document unique et son appréciation. Merci, Président. Merci, Madame, pour cette question. Alors, le document d'évaluation des risques, je vais répondre en deux parties à votre question. Les entreprises qui font habituellement le document d'évaluation des risques pour leur site ont, nous le pensons et je le pense, réévalué avec la crise sanitaire d'une part, et avec le travail qui est lié à la crise sanitaire, avec le télétravail qui est lié à la crise sanitaire, on refait cette évaluation des risques et l'ont adapté, encore une fois, à la crise sanitaire, aux risques sanitaires et à l'aspect télétravail. Le protocole, d'ailleurs, sur la crise sanitaire du ministère du Travail précise que ce document d'évaluation des risques doit être mis à jour. D'autre part, les entreprises qui ont fait ce document d'évaluation des risques et qui le font régulièrement, avec derrière, bien entendu, le plan d'action, ont mis en place des actions de prévention qui sont réelles et qui sont adaptées à la situation et donc à ce changement de situation. La difficulté, elle est plus dans le nombre d'entreprises qui, en France, font réellement le document d'évaluation des risques, parce que je crois que sans avoir en tête exactement les chiffres, mais je pense que les derniers dont j'ai entendu parler étaient d'environ 50% des entreprises qui faisaient réellement le document d'évaluation des risques, et dont une partie le faisait par crainte de l'inspection du travail. Ils n'ont pas de façon préventive avec des plans d'action. Donc, pour répondre, les entreprises qui ont fait des documents d'évaluation des risques, qui les ont mis à jour avec la crise sanitaire, pas de difficulté. Je pense qu'elles ont réellement évalué les nouveaux risques, évalué les nouvelles façons de travailler, y compris le télétravail. La difficulté, elle est plus des entreprises qui n'ont pas l'habitude de le faire ou qui ne font pas régulièrement ce document unique d'évaluation des risques. Merci. On va continuer notre tour concernant le rythme idéal, en présentiel ou en distance. Monsieur Bobillier-Chaumont. Je pense qu'on ne peut pas imposer un rythme de manière unilatérale et péremptoire, de manière très descendante aux personnes. En revanche, je pense qu'il est nécessaire effectivement d'offrir un espace où un espace et un temps où la personne puisse revenir. Parce que l'attachement à l'entreprise physique, la présence physique, c'est aussi le sentiment d'appartenance à une organisation et de protection et de reconnaissance. On y revient aussi. Et puis, il y a aussi ces lieux où, encore une fois, on parlait de déshumanisation tout à l'heure de l'activité ou des liens par l'intromise de ces technologies, où on travaille certes plus ensemble à distance, mais seul quand même devant son ordinateur. Et du coup, il y a une nécessité, il y a un besoin des salariés de revenir. Alors, le rythme, comment ? Je pense que ça doit être discuté à partir de l'activité. Parce qu'il y a certaines activités qui nécessitent de revenir et de discuter sur des choses profondes. On parle, encore une fois, de qualité, de difficulté du travail, et puis ou de problématiques plus personnelles, mais on est en face à face. Et puis d'autres où ça peut être tenu à distance. Mais ça, c'est une régulation des règles de métier qui doit être redéfinie. Et je parlais tout à l'heure de cet espace de travail que le manager doit mettre en place. C'est pas simplement dire ça va pas, mais comment peut-on faire pour sortir et redéfinir ces temps de présence. Et puis, j'avais aussi une autre chose à dire, c'était par rapport aussi à la configuration. À mon avis, il n'y a rien de pire des modes hybrides. Les modes hybrides, c'est ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire où il y a une partie des personnes en présence
et l'autre à distance. Et on voit bien que ce n'est pas la même dynamique, ce n'est pas les mêmes échanges, parce que chacun est dans un espace, un système social de vie, un monde social qui est le sien. Et donc on a aussi des difficultés à pouvoir recréer un espace commun. Ce qui affecte aussi ou amplifie encore ces difficultés de relations, d'échanges et puis de communauté de partage. Voilà. Madame Vert, votre sentiment sur ce problème de rythme et de... Oui, j'aurais tendance à répondre que non, il n'y a pas de nombre de jours idéal de télétravail. En fait, ça dépend vraiment de la culture de l'entreprise, de la manière dont il est accompagné, de la manière dont il est déployé, mais aussi et surtout des contraintes et des besoins à la fois liés à l'activité, à la tâche qu'on doit réaliser, aux salariés, qui a aussi ses propres ressources et ses propres contraintes, mais aussi aux équipes, parce que le télétravail est rarement pensé au plan du collectif. C'est souvent une négociation entre le salarié et son manager, entre le salarié et son organisation de travail, mais on réfléchit rarement aux modalités de travail en fonction des besoins et des contraintes de l'équipe ou du service. Et c'est là où il y a peut-être un travail à faire. Ça dépend également des contraintes, évidemment, propres à l'organisation de travail. Ce que je voulais ajouter, c'est d'abord, il ne faut pas penser uniquement, même si c'est le plus fréquent, le télétravail uniquement au domicile. Il y a d'autres formes de télétravail qui existent. On peut imaginer, enfin ça existe aussi, le télétravail en tiers-lieu dédié, dans des bureaux satellites, voilà. Donc ça, c'est aussi, il faut avoir aussi ça en tête. Et puis, je pense que définir le télétravail le plus adapté, le plus approprié donc à une organisation, une équipe, un service, ça va dépendre aussi des conditions de travail lorsqu'on n'est pas en télétravail. Parce que le télétravail, en tout cas tel qu'il existe à l'heure actuelle, et ça rebondira aussi sur ce que disait M. De Witt tout à l'heure, est très souvent associé, et je le disais dans mon exposé au départ, ce qui nous marque en tant que psychologue du travail et des organisations, c'est que souvent les télétravailleurs expliquent qu'ils sont mieux en télétravail, plus au calme, qu'ils peuvent davantage se concentrer, parce qu'au quotidien, ils sont dans des environnements de travail marqués par des nuisances sonores, par un climat social de stress, et donc dans des environnements qu'eux-mêmes jugent délétères. Et pour eux, ils apprécient le télétravail, mais c'est aussi une fuite d'un environnement, d'un lieu de travail dans lequel ils ne souhaitent plus ou moins travailler en tout cas. Et c'est souvent quand c'est associé, comme le disait M. De Witt, à des espaces ouverts, open space, plus récemment flex office, des open space qui ont été déployés sous prétexte d'amélioration de la collaboration, qui en fait ont favorisé le contrôle par les pairs, des flex office qui ont été déployés sous prétexte d'agilité de l'activité et du travail en équipe, mais qui en fait posent la question de l'appropriation de l'espace, dont on sait qu'il joue sur la performance et le bien-être des personnes, qui pose aussi la question du rapport au travail et à l'organisation de travail, parce qu'on peut s'interroger sur la place qu'on occupe au sein d'une structure dans laquelle on n'a plus sa place physiquement. Merci. Michel Canvet. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants. Effectivement, c'est très intéressant. Par rapport au risque de conflits, d'opposition qui ont été évoqués dans l'inventaire des risques tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas un risque de fracture générationnelle, c'est-à-dire de départ de personnes qui soient, ou de volonté de départ de personnes qui soient proches de l'âge de la retraite et qui se sentent un peu dépassées par l'ensemble de ces évolutions. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque vis-à-vis des seniors? Je me demandais aussi sur la question de l'appréhension des risques psychosociaux. Est-ce que les sujets sont bien maîtrisés aujourd'hui? Parce qu'on voit bien que là, il y a un impact et un risque majeur sur les risques psychosociaux compte tenu de l'ensemble des risques que vous avez inventoriés tout à l'heure. Est-ce qu'on est capable de bien appréhender ça et comment peut-on l'appréhender dans un contexte où une partie des travailleurs seraient dans des lieux tiers, y compris par rapport aux risques addictifs divers que l'on peut identifier ordinairement, mais qui peuvent s'accentuer parce que, n'étant plus vus dans un contexte professionnel où on est in situ, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas un risque sur ces risques addictionnels majeurs? Et aussi par rapport à cela, est-ce que
vous avez évoqué l'évolution des métiers. Effectivement, il n'y a pas que le télétravail à domicile, il y a aussi les espaces de coworking, par exemple, dont on voit bien qu'ils sont en train de se développer un peu partout, et ça peut être effectivement une solution pour lutter contre l'isolement. Alors, est-ce que cela ne risque pas d'entraîner une évolution dans le rapport aux salariés, c'est-à-dire, est-ce que le salarié ne risque pas finalement de devenir un sous-traitant et donc étant éventuellement autonome par rapport à cette distance qu'il prend avec le travail et l'entreprise. Voilà. Pour ce qui concerne l'identification des risques, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire que l'on légifère pour mieux cadrer les choses, ou pensez-vous que le devoir de prévention des entreprises et de l'ensemble des acteurs professionnels est suffisant pour pouvoir apporter une réponse adaptée à l'ensemble des risques qui ont été identifiés? On a évoqué effectivement l'évolution, enfin le télétravail, les open space, etc. Mais il y a bien d'autres métiers dans lesquels le numérique fait une apparition considérable et a un impact important dans tous les métiers, je dirais, parce qu'un commerçant, il a besoin du numérique maintenant pour savoir s'il y a des marchandises en stock. Un artisan a besoin du numérique pour pouvoir, dans le bâtiment, par exemple, concevoir son travail, identifier l'ensemble des besoins, faire les devis. Un industriel, aujourd'hui, alors que l'on parle de robotisation accrue dans la société, eh bien, ça veut dire transformation des métiers aussi pour l'ensemble des ouvriers vers de la production, vers la gestion de robots. Dans la logistique, c'est pareil. Il y a aussi des évolutions considérables. Est-ce que cela présente aussi des risques par rapport à l'ensemble des professionnels et pas seulement vis-à-vis des télétravailleurs? Et puis, dernière question, est-ce que le développement du numérique ainsi va entraîner un déplacement des lieux de vie des gens? Je veux dire par là qu'aujourd'hui, on sait que la population est concentrée à proximité de là où sont implantées les entreprises. Est-ce que finalement, ce n'est pas un moyen pour pouvoir amener les gens à Bourges ou ailleurs parce que, effectivement, on a parfois des inquiétudes sur certains territoires. Je pense à Brest aussi. Est-ce que ce n'est pas un moyen de faire valoir une meilleure répartition de la population sur le territoire? Merci, Michel. Bon, beaucoup de questions. Donc, écoutez, on va prendre un ordre géographique. Madame Vert, si vous voulez commencer, puis on va suivre de cette façon. Je ne sais pas si je vais arriver à répondre à toutes les questions, mais comme on est plusieurs, on devrait... Vous souhaitez traiter, oui, bien sûr. Donc sur l'appréhension des risques et notamment la question des risques d'addiction, effectivement, il faut travailler là-dessus en entreprise, et ça passe nécessairement par de nouvelles normes aussi, des règles d'usage et la régulation des usages. Et là encore, il faut absolument s'intéresser au travail réel, comme je disais tout à l'heure, et aux contraintes et besoins, ressources spécifiques aux salariés, aux équipes, aux organisations. Pas le faire de manière arbitraire. Il y a eu beaucoup d'échecs en la matière, sur la question, par exemple, de la déconnexion, notamment parce qu'on a développé des dispositifs techniques, par exemple, où on coupe la messagerie, qui ne sont pas toujours adaptés, en fait, à la réalité du travail. Donc, il faut vraiment, là aussi, faire du sur-mesure en fonction des salariés, des équipes et de l'organisation. Sur la question du territoire, alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des risques associés au déploiement du télétravail en particulier. Il y a aussi des bénéfices, bien sûr, associés au télétravail, des bénéfices en termes d'articulation entre vie professionnelle et vie privée. C'est pas toujours, en tout cas, le résultat final n'est pas toujours dans le conflit et dans l'empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée. Il y a aussi des télétravailleurs et des télétravailleuses qui arrivent à déployer, alors c'est pas sans mal, c'est au travers de négociations et de discussions justement avec l'entourage professionnel comme avec l'entourage familial, avec qui il faut négocier la question des espaces et des temps dédiés au travail et ceux dédiés au hors-travail, avec qui il faut établir de nouvelles règles, notamment quand on a des enfants à bas âge, pour pas qu'ils viennent déranger la personne qui travaille, et en même temps pour pouvoir aussi prendre le temps de bénéficier du télétravail et pouvoir y consacrer plus de temps ou à des moments différents.
Mais il y a aussi des bénéfices, effectivement, en termes de répartition sur le territoire. Donc là, c'est moins mon domaine de spécialité, mais ça implique aussi que les personnes peuvent gagner en qualité de vie. Notamment, effectivement, éviter un maximum les trajets qui peuvent être longs quand on est dans des métropoles, et puis bénéficier d'être plus au vert, d'un domicile donc plus large, et d'avoir donc une qualité de vie familiale et sociale qui puisse être améliorée. Donc ça, c'est des effets qui peuvent être positifs associés au télétravail. Peut-être juste sur la fracture générationnelle, je pense que je ne sais pas s'il y a fracture, en tout cas, il y a effectivement des différences qui peuvent être imaginées, qui ne sont pas nécessairement dues uniquement à la génération. C'est difficile de dissocier l'âge, la génération, l'expérience aussi professionnelle, le fait d'être expérimenté au novice, qui n'est pas toujours associé à l'âge. Il y a effectivement des personnes seniors, qu'on pourrait qualifier de seniors, ou des personnes qui sont plus avancées dans l'âge, qui peuvent se sentir moins efficaces et moins compétentes dans l'utilisation des technologies. Mais en même temps, ce sont aussi celles qui sont les plus expérimentées et qui, une fois formées, peuvent peut-être mieux exploiter ces technologies ou mieux les détourner pour qu'elles profitent en fait à leur activité professionnelle. Autre aussi représentation qui est parfois erronée, on imagine que parce que les jeunes générations utilisent beaucoup ces outils technologiques, ils seront plus performants pour les utiliser dans le cadre professionnel. Or, les travaux ont tendance à montrer que ce n'est pas si simple de transférer des compétences d'un domaine de vie à l'autre, et qu'on peut être très performant dans le domaine personnel tout en étant très peu performant dans le domaine professionnel. Monsieur Bobillier-Chaumont, si vous voulez. Alors, pour rebondir sur la question du déterminisme générationnel, quelque part, sur la capacité à s'approprier ces transformations digitales ou ces nouvelles formes de travail, je pense qu'effectivement, il faut faire attention, et c'est ce qu'on appelle l'obsolescence des compétences ou la caducité des compétences. C'est-à-dire, il y a une représentation généralisée, on avait fait une recherche au niveau européen pour voir comment c'est avec Eurocad, qui est l'organisation syndicale européenne, qui regroupe tous les grands partenaires sociaux, et qui avait montré, on avait montré qu'effectivement, et c'est un constat parmi toutes les entreprises, qu'à 50 ans, on considère que le salarié n'est plus apte à faire face à ces nouvelles formes de travail. Donc il ne faut pas investir sur lui. Et le problème qui se pose, ce n'est pas une transformation, mais c'est ça aussi qui est nouveau et qui est important, c'est la succession des transformations, c'est la régularité, la rapidité, voire la brutalité à laquelle ils arrivent. C'est-à-dire qu'on n'associe pas les salariés, on ne les implique pas, alors que, comme on l'évoquait, ils ont une expérience du travail, de l'activité, du métier, des clients. Et ils peuvent permettre de construire. Mais quand, effectivement, c'est des transformations qui arrivent sans cesse, de manière rapide, non seulement ça exige une grande déstabilisation cognitive ou mentale, puisque du coup il y a un investissement pour désapprendre et apprendre ces outils qui reconfigurent complètement le métier, mais aussi une grande déstabilisation professionnelle, puisqu'on arrive dans une sorte de précarité professionnelle, puisqu'on n'arrive plus à maîtriser l'outil qui nous permet de travailler. Et donc effectivement, c'est là où il y a une création de souffrance au travail par la difficulté à utiliser un outil qui change sans cesse. Et alors qu'ils ont une expérience, on le disait là par rapport à des jeunes, ils ont une expérience du métier. Moi, je me souviens d'une intervention qu'on avait faite chez les ingénieurs, et là, je voudrais justement apporter un second sujet. Moi, je vois et on s'est intervenu dans des grandes entreprises sur l'hyperconnexion, la surconnexion hors travail, comment essayer de rendre visible ce travail qui se déroule en dehors et pouvoir le répatrier pour prendre des bonnes décisions et faire comprendre aux décideurs que les mesures qu'ils prennent, les outils qu'ils mettent en place ont des répercussions sur la vie personnelle, la vie sociale des gens. Donc on essaie de mettre ça en visibilité. Donc on utilise des méthodes un peu innovantes pour le faire. Et je me souviens qu'avec les services de santé au travail de ces grandes organisations, ils nous disaient on a beaucoup de difficultés à faire parler les gens sur cette souffrance, sur ces difficultés. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des cadres. Et par leur statut, c'est des gens qui doivent tenir, qui doivent porter le message, qui doivent porter les transformations, qui doivent s'adapter, s'ajuster en permanence. Donc toujours, tout va bien par des questionnaires, par des études. Et c'est quand on va sur le terrain, quand on regarde justement l'activité, quand ça ne va pas, et là on voit les points de blocage. Du coup, effectivement, je pense qu'il y a cette idée de pouvoir rendre un peu compte de cette difficulté au travail. Et par rapport aux seniors, donc c'était l'exemple que je voulais vous donner, je me souviens que les seniors, c'était ceux qui géraient le mieux, en tout cas les plus expérimentés, l'afflux de mails par rapport aux jeunes qui arrivaient. Puisque nous, quand on est dans une entreprise, on sait que lorsqu'on reçoit un message, parfois ça vient d'un destinataire qui
dit des choses peu intéressantes, voire même sur le sujet du mail. Donc on arrive à trier simplement par une première lecture, alors que les jeunes, eux, ils prennent tout. Ils intègrent tout, et du coup, ça crée une charge de travail très importante. Enfin, on le voit, c'est qu'ils ont une expérience, ils ont un collectif, ils ont un réseau, une connaissance informelle de l'entreprise qui les permet effectivement parfois de gérer justement les limites de la technologie dans le travail. Donc attention, et pas s'en séparer parce qu'ils ont des compétences et des connaissances importantes. La deuxième question, c'était sur le déploiement d'éthique sur le travail et sur les métiers. Effectivement, vous connaissez cette recherche notamment d'Osborne et de Benedict, qui disait que à peu près 43% des emplois disparaîtraient avec l'arrivée des technologies émergentes. Alors, ce chiffre a été beaucoup critiqué, et maintenant, selon l'OCDE et le Conseil d'orientation pour l'emploi, on est entre 9 et 14% des emplois actuels qui disparaîtraient. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tous les emplois, comme vous le disiez, seront affectés d'une manière ou d'une autre par l'arrivée de ces technologies. Et la problématique qui se pose, c'est jusqu'où va aller ces technologies. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura un remplacement partiel ou total de l'activité? Quand c'est partiel, justement, c'est quoi ce partiel? C'est ce qui représente le cœur du métier, c'est-à-dire ce qui donne du sens à mon travail, c'est ce qui me donne envie de venir au travail, de me dépenser pour mon travail, voire de souffrir parfois pour ce travail, parce qu'il a du sens. Mais si on extrait, on dépossède l'individu de ce cœur, de cet intérêt, et on le donne au système, c'est-à-dire que l'individu devient l'assistant de la technique, et pas la technologie qui devient l'assistant. Et c'est vraiment toutes ces questions qu'on a. Or là, dans les transformations digitales qu'on accompagne ou qu'on observe, on voit qu'il y a l'idée que c'est la technologie qui est la solution et pas une solution possible. Il y a une sorte de déterminisme technologique où on pense qu'effectivement, pour tout problème, pour toute difficulté, la technologie va résoudre toutes les questions qui se posent. Donc on l'impose sans concertation, sans conciliation avec les salariés. Et donc c'est une variable d'ajustement, l'individu, c'est à lui de faire l'effort pour s'adapter et l'intégrer. Et ça, c'est vraiment le gros problème qui génère, encore une fois, des problématiques de souffrance. Parce qu'on ne se reconnaît pas, parce que l'outil n'est pas adapté à son activité, parce qu'il n'est pas ergonomique, parce qu'il nous demande de faire des choses contraires à nos valeurs, etc. Je reviens un petit peu à ce que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Merci. Monsieur Pimbert, donc revenir sur le document d'évaluation des risques et son aspect obligatoire ou pas. En fait, le document d'évaluation des risques est déjà obligatoire. Il figure dans le Code du travail, c'est les articles R41, 21 et suivants. Il est obligatoire, il a été créé en 2001, donc il est déjà obligatoire. Ce qu'il faut, c'est que les entreprises prennent conscience de l'importance à la fois de la santé au travail, même si une grande partie des entreprises en sont conscientes, mais aussi du rôle de ce document d'évaluation des risques. Ce n'est pas simplement un document administratif, c'est un document qui a pour but d'identifier des risques et d'essayer de les éviter à travers des actions qui sont identifiées, donc faire de la prévention. Donc, pas besoin d'une loi sur l'évaluation des risques, y compris sur les risques psychosociaux, je l'ai déjà dit, puisque c'est déjà dans le code du travail. La deuxième question, c'est sur l'évolution des métiers. Nous avons une cellule de prospective à l'INRS qui travaille notamment sur ces sujets-là, et on commence à voir apparaître, ainsi que ça a été dit par M. Calvet, une évolution dans le rapport aux salariés. On commence à voir apparaître des salariés qui étaient dans l'entreprise, puis qui ont été à domicile, puis dont l'entreprise a considéré qu'elle n'avait pas forcément besoin de les avoir sous un statut de salariés, tout en continuant à travailler avec, et puis où des entreprises qui ont commencé à considérer que ces salariés pouvaient ne plus être ni dans l'entreprise, ni à leur domicile en France, mais à leur domicile à l'étranger. Alors, ce n'est pas une énième délocalisation, mais c'est ce que disait M. Calvet, on l'a identifié dans ces exercices de prospective, cette évolution des métiers, encore une fois, et l'évolution dans le rapport aux salariés, à la fois dans le domaine, dans l'aspect du statut et par rapport à l'entreprise, et dans l'aspect de la localisation géographique. Et l'inverse, à la fois dans l'aspect localisation géographique et l'aspect du statut, de la relation juridique entre l'entreprise et le salarié.
avec des entreprises qui, dans certains cas, voient de moins en moins leurs salariés et qui, au bout d'un moment, se disent mais pourquoi le garder en statut salarié, tout en continuant à travailler avec, mais sous un statut différent, notamment l'indépendant. Sur l'aspect risque pour les seniors, les personnes intervenant avant moi ont répondu assez largement. En tout cas, je suis assez d'accord sur le fait que ce n'est pas forcément pour les seniors, c'est plutôt à la fois pour les encadrants une question de management, d'évaluation de la charge de travail, ça c'est un point qui est important, d'animation, et puis pas tant l'habitude des nouvelles technologies que l'aspect d'équipement qui peut être discriminant dans le cas où il n'y aurait pas un équipement ou des conditions de travail qui seraient adéquates pour les salariés. Voilà les trois éléments sur lesquels... Merci, Monsieur Pimbert. J'accélère parce que malheureusement j'ai l'horloge devant les yeux et c'est le stress des conférences. Je vais passer la parole au troisième rapporteur, Fabien Gay, et puis ensuite pour les questions de la salle. On a beaucoup parlé de télétravail, et à juste raison, j'y reviens pas, et vous avez raison, ça touche plutôt un public, enfin plutôt catégorie de cadres, sans résumer comme ça, et il y a d'autres métiers qui sont indisponibles au télétravail. J'aime pas beaucoup cette expression, mais ce qu'on a appelé les premiers de corvée, eux, ils ont été au travail, y compris pendant la crise. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé, déshumanisation au travail, isolement. Enfin, ça fait longtemps que ça a commencé, ça, quand même. Et notamment, il y a une question, c'est pour ce public-là, dont je parlais, il y a le recours à la sous-traitance. Et il faut bien qu'on évoque ça. Ce n'est pas exactement la même chose. Par exemple, pour des hommes ou des femmes de ménage, d'être internalisés dans une entreprise ou d'être externalisés dans une entreprise. Et on voit bien les risques qui pèsent sur les travailleurs et les travailleuses, notamment lorsqu'il y a un recours abusif à la sous-traitance. Donc je voudrais avoir votre regard d'expert sur cette question-là. Et puis la deuxième, comme on a l'émergence et l'impact des nouveaux modes de travail, il y en a deux qui nous intéressent. Par exemple, le recours aujourd'hui aux plateformes numériques et aux travailleurs dits indépendants, en fait, en réalité, aux salariés déguisés. Où les grandes entreprises comme Uber, etc., détournent le statut d'auto-entrepreneur ou d'auto-entrepreneuse. Et ça pose des questions notamment de protection des salariés. Quel est votre regard? Parce que c'est un public qu'on touche peu ou pas. Et c'est ça la réalité, et que la question de la protection sociale y est très attachée. Et puis il y a une deuxième chose dont on devrait s'interroger, c'est l'émergence de ces grandes plateformes qui notamment après font les livraisons. Et là, je suis désolé, mais il y a eu beaucoup de reportages, notamment sur le service public la semaine dernière, sur les méfaits de ces grandes plateformes et le travail qui est déshumanisé, robotisé, comme à l'époque, on revient quasiment à un siècle, et ses effets médico-sociaux sur les travailleuses et les travailleurs. Donc je voulais avoir aussi votre regard sur ces grandes plateformes, et je finis. Vraiment, Monsieur le Président. Sur la Covid-19, vous avez parlé de reconnaissance de maladies professionnelles. Ça a été reconnu, c'est un premier pas en septembre pour les professionnels de la santé et du médico-social. C'est très bien, même s'il y a beaucoup de... Quand on rentre dans l'ordonnance, on voit qu'il y a beaucoup de barrières quand même. Mais enfin, est-ce que vous seriez pour qu'on reconnaisse, qu'on élargisse cette liste? Parce qu'il y a eu beaucoup de travailleuses et travailleurs qui ont été... contaminés par la Covid-19 et qui n'étaient pas dans cette catégorie médico-sociaux. Donc, va se poser la question, et notamment sur les effets à long terme. Parce qu'être passé 15 jours intubé à l'hôpital, ça a quand même des effets à long terme, parce qu'on dit ça, on dit on ne veut pas plafonner au-dessus de 5000, mais enfin, ceux qui y sont, ça va quand même avoir des effets à long terme. Voilà, je vous remercie, j'espère avoir pas été trop long. Merci Fabien. Je vais demander à Pierre Cuypers de poser sa question dans la foulée, parce que nous conclurons après par les réponses. Très rapidement, merci Monsieur le Président. J'ai bien écouté tous les débats, c'est très intéressant et ça nous ouvre l'esprit. En fait, ce sont des personnes, des salariés qui sont dans une entreprise et qui se trouvent dans des conditions particulières. Donc ils connaissent bien l'entreprise au départ. Et moi, je voudrais avoir votre sentiment, votre ressenti sur les jeunes
qui sont post-bac, qui sont en situation d'alternance et qui vont pendant 1 an travailler dans une entreprise. J'ai moi-même des petits-enfants qui ont l'âge d'être en entreprise, en fin d'études, et qui ne sont rentrés dans une entreprise sans la connaître et sans la découvrir même non plus, sans avoir cet esprit d'entreprise, et qui sont confinés pendant tout leur temps dans une chambre, ou chez leurs parents, ou chez leurs grands-parents, ce qui est mon cas, mais qui n'ont aucun contact de 8h du matin à 19h le soir, et qui, toutes les 4 semaines, se retrouvent dans la même condition parce que leur université dans laquelle ils sont obligés d'aller, où ils ne peuvent pas aller, se fait aussi en visioconférence. Voilà. C'est quelque chose d'affreux. Ça veut dire qu'on prépare des jeunes qui ne connaissent pas l'entreprise ni l'esprit de l'entreprise. Je crois que c'est un drame parce que c'est l'entreprise de demain qui se construit avec les jeunes d'aujourd'hui. J'avais noté justement au fur et à mesure que je vous entendais de parler de ces plateformes et de Uber et autres pour pas la traiter. Parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur le télétravail, mais le thème d'aujourd'hui, si j'avais bien retenu, je regarde encore mon écran, c'est bien les nouvelles. Attendez, comment c'était l'impact des nouveaux modes de travail. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment aussi un mode de travail complètement différent, qui s'est ajouté, qui s'est développé maintenant, en plus avec les restaurants qui sont fermés quand on sollicite. C'est des gens que nous, on ne voit pas. Ils ont un statut d'auto-entrepreneur, même si on dit maintenant ils sont salariés, mais clairement, nous, on ne les voit pas. Et ça, c'est un pan total de l'économie qui échappe effectivement à nos services de santé au travail. C'est les salariés déguisés, je retiens ce qu'il a dit, et ça, je ne pas être très important. Il a parlé en dernier de la Covid-19. Alors, je vous disais tout à l'heure que je fais partie du groupe de travail à l'ANSES sur justement les nouveaux tableaux. On n'a pas été sollicité, donc le tableau est arrivé comme ça. Bon, moi aussi, je le regrette. De prendre que des gens qui ont été hospitalisés, qui ont été sous oxygène, c'est complètement passer à côté d'un certain nombre de gens qui gardent des séquelles, ce qu'on appelle maintenant le Covid long. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la Société française de suivi du travail, nous avons été sollicités par la CS4, qui est cette commission au niveau du COCT qui réfléchit au tableau et aux modifications de tableau pour justement donner nos connaissances sur ces formes prolongées, sur ces séquelles qui sont peut-être mineures. C'est vrai qu'on dit l'anosmie, la gueusie, c'est-à-dire la perte d'odorat, du goût, c'est quelque chose qui peut-être pas vital, mais qui au long cours est quand même très regrettable et parfois difficilement vécu par les gens. Enfin, pour répondre au dernier intervenant sur les jeunes en alternance, c'est vrai, et alors là c'est le professeur d'université qui parle. Nos présidents d'université essayent de tout faire pour reprendre les cours au maximum dessus. Et c'est vrai que quand je fais cours face à des écrans comme aujourd'hui, où je ne vois que des petits rectangles gris avec les initiales ou des pseudos, etc., c'est extrêmement dommageable. C'est pour nous, mais c'est bien sûr, je comprends bien aussi que de l'autre côté, c'est aussi difficile à vivre. Et comme vous le dites, vous sortez de l'enseignement, vous rentrez dans le supérieur, et puis finalement, aucun contact, ni avec l'entreprise, ni avec ses enseignants. Je comprends que ce soit extrêmement compliqué, et on attend, nous aussi, de pouvoir rouvrir au moins un minima pour pouvoir avoir de meilleurs contacts avec nos étudiants. Voilà, je ne parle pas plus long parce qu'il est déjà presque 20 et je pense qu'il y a d'autres intervenants qui veulent intervenir. Merci professeur. Je vois que vous surveillez également l'horloge, ça c'est ma hantise. Oui. Je vais demander à chacun des 3 autres intervenants de conclure par 1 minute chacun pour reprendre au vol quelques sujets qui n'ont pas pu être approfondis. Madame Vert, allez-y pour cet exercice terrible. C'est ça.
Je vais juste dire deux choses. Donc, pour répondre sur la question des jeunes, effectivement, on sait qu'on appelle ça la socialisation organisationnelle, que pour s'insérer professionnellement et au niveau socio-professionnel, pour apprendre un métier, on apprend aussi en regardant. Donc, c'est important de se retrouver physiquement et d'être en présentiel avec les autres. Et une autre thématique qui me tient à cœur, dont on n'a pas du tout parlé, qui concerne encore le télétravail, mais c'est forcément mon domaine de spécialité, c'est la question du renforcement possible des inégalités entre les femmes et les hommes associés au télétravail, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on est dans des cultures d'appréciation de l'engagement des salariés par la présence, et on sait également que les femmes, qu'il y a une répartition inégale des tâches domestiques et des obligations familiales, qu'elles ont une double charge mentale d'organisation du travail et de la vie familiale et domestique, et elles risquent, à mon sens, d'être davantage pénalisées par le télétravail du fait de ce déséquilibre existant et du fait que le télétravail se déroule à domicile et que c'est plus compliqué pour elles de concilier vie professionnelle et vie privée dans ce cas-là. Merci, Monsieur Bebelier-Chaumont. Moi, c'est revenir aussi à une des thématiques qui était abordée dans cette matinée, c'était la qualité de vie au travail. Alors, comment on peut la définir? Et je pense que ça fait référence aussi à la manière d'accompagner ces transformations digitales. Alors, la qualité de vie au travail, c'est pas seulement offrir des environnements, des situations, des conditions de travail et d'exercice du travail qui soient efficaces, efficients et signifiants pour l'individu. Ces trois termes sont importants, efficace, efficient et signifiant. Mais c'est aussi leur permettre de s'exprimer sur ces conditions de travail. Comme on l'a dit tout au long de la journée, que ce soit sur des modalités de travail distance, sur les nouvelles formes de travail, sur l'enseignement, sur les transformations qu'on subit, c'est de s'exprimer, c'est-à-dire de dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Et puis, troisième niveau, c'est de pouvoir participer en amont, pendant et après, tout le temps. De mettre en place un contexte de travail où on puisse réfléchir ensemble à partir de l'activité. Ça, c'est important, pas par rapport à la tâche. La tâche, c'est ce que pensent que font les individus. C'est une tâche, c'est dans les bureaux, c'est très éloigné, mais moi, je suis confronté au jour le jour, tout le temps, à des réalités, des contraintes qui font que je n'y arrive pas. Et plus encore, dans ces nouveaux environnements qui est distant, dans ces plateformes numériques, où on m'impose effectivement une prescription, me dépossède de mon savoir-faire pour la confier à, vous connaissez les dispositifs de voice speaking, donc à définir, à déterminer, voire des caméras qui évaluent la proximité des personnes pour pas qu'ils se parlent. Vous voyez, comme ça, casse les collectifs aussi. Ou alors des indicateurs qui opposent les individus aux autres. On se compare, on se confronte et on s'affronte. Donc tout ça, il faut être vigilant. Et pour dernière chose, l'idée, c'est quoi le bien-être pour moi? Le bien-être, ça repose sur trois piliers. Le bien-être au travail. Un, c'est la qualité du travail, c'est-à-dire de pouvoir faire un travail dans lequel on s'accomplit, on se reconnaît, on est reconnu par les autres. Et là, on voit que l'intensification, la fragmentation, les empêchements, l'impossibilité de faire un bon travail ne va pas. Deux, c'est la qualité de vie au travail, c'est-à-dire ces conditions de réalisation. Un collectif, un manager qui est présent, une organisation du travail soutenante, qui donne de l'autonomie, mais pas trop, mais discuter. Des outils appropriés aussi. Et puis 3, c'est la qualité de vie hors travail, c'est-à-dire cet espace du domicile qui nous permet aussi d'apporter des ressources quand ça ne va pas. On voit aussi qu'il est affecté et atteint. Et ces 3 niveaux-là peuvent jouer. Et c'est là-dessus qu'on doit intervenir.